Bonjour à tous, مرحبا بكم, مرحبا بالحاضرين الكل. Merci pour ceux qui ont fait un peu d'attente, le temps d'arriver à 10 heures. On va pouvoir démarrer nos journées. Donc, le SPG Security Days, c'est la deuxième version aujourd'hui que nous animons. Alors, le sujet, c'est un sujet حارق, هو la digitalisation et la transformation digitale. Toutes ces dernières années, on n'a pas arrêté de parler de digitalisation dans les écosystèmes, que ce soit économique, soit la gouvernementale aussi. On a fini par comprendre et reprendre les arguments en faveur de la digitalisation dans les entreprises, à savoir l'amélioration de la productivité, une réponse pour se positionner sur un marché très compétitif et très acharné, l'agilité des entreprises dans un marché très volatile aussi et très changeant, l'amélioration des services. Mais pareil aussi, on peut reprendre des arguments, مثلا, pour les services de l'État qui sont un meilleur service rendu aux citoyens, ou la lutte contre la corruption, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a énormément d'avantages pour la transformation digitale. Alors, cette réflexion doit passer obligatoirement par une réelle stratégie de sécurisation des données et la veille sur la continuité des services. Il est clair aujourd'hui que plus on se digitalise, plus la surface d'attaque offerte aux personnes malveillantes est de plus en plus grande. Avec ce que nous constatons aujourd'hui dans le domaine international, avec la situation en Europe aujourd'hui et la guerre cybernétique اللي متواجدة في أوروبا وإلا au niveau national aussi, tous les jours on entend par ici, par là, des nouvelles concernant des menaces et des attaques sur des entreprises, que ce soit publiques ou privées. Donc, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de ce thème-là. Donc, SPG, comme à son habitude, participe forcément à l'effort national pour la transformation digitale et véhicule l'information aux personnes qui prennent les décisions. Inch'Allah, اليوم أنتم الحاضرين معنا. Donc, c'est un peu l'objectif que nous sommes donnés pour cette deuxième édition des Cybersécurité Day. Voilà, donc ça c'était une introduction et sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame Sarah Haneshi, qui est CEO of Business Innovation and Digitalization Transformation Consultant, qui a bien voulu contribuer à cet événement. Sarah, bonjour. Bonjour Khaled. Bonjour, merci d'avoir Merci. accepté de participer avec nous. Merci, c'est un grand plaisir de se retrouver avec SPG, se retrouver aussi avec tous nos clients, donc pour parler d'un thème aussi important que la transformation digitale, mais également la cybersécurité. Donc, Et à toi alors. merci Khaled. Je commence par partager mes slides. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Absolument. Très bien. Alors, voilà, donc je suis passée en plein écran. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va commencer par parler un petit peu donc des grandes ruptures aujourd'hui qui ont changé le monde dans lequel nous vivons, à savoir donc les capacités informatiques exponentielles et qui deviennent de plus en plus démocratisées, qui nous permettent entre autres d'avoir de plus grandes vitesses de calcul, une plus grande autonomie, plus de stockage de données et de plus grandes possibilités d'automatisation. Une connexion Internet permanente et de plus en plus rapide, qui permet, entre autres, de développer ce qu'on appelle le Anytime, Anywhere, Any Device, donc ce nouveau comportement connecté, qui développe également l'économie on demand, mais qui a beaucoup plus d'impact sur
le commerce everywhere, donc le commerce électronique, le commerce sur les applications mobiles, le marketing digital, les objets connectés, les wearables, etc. Donc on vit dans un monde de plus en plus connecté. Un impact également sur la collaboration et sur la facilité de s'exprimer à travers donc les réseaux sociaux, à travers donc l'économie collaborative, à travers donc l'entreprise 4.0 et tout ce qui est écosystème industriel. Et puis, une fusion également entre le virtuel et le réel, donc tout ce qui est lié aux technologies de réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'impression 3D, la robotique, l'intelligence artificielle, la green tech, les voitures autonomes, les drones, et j'en passe. Donc, autant de nouvelles tendances qui ont métamorphosé notre vie, donc au quotidien, en matière d'éducation, dans la santé, les loisirs, la domotique, la ville dans laquelle nous vivons, donc surtout à travers tout ce qui se passe dans les smart cities, tout ce qui intègre donc les technologies embarquées dans la mobilité, les services, l'énergie renouvelable, la transition énergétique, la sécurité, le développement durable en quelque sorte, mais aussi l'entreprise dans laquelle nous travaillons, donc en matière de collaboration, et vous avez certainement vu l'impact donc de la crise sanitaire du Covid-19, donc qui a fait comment on a changé donc même la façon de travailler, le travail nomade, le travail à distance, le télétravail. Donc, pareil au niveau donc, du management des RH, le recrutement, le sourcing, à travers donc, les réseaux sociaux, type LinkedIn, à travers donc, les job boards, etc. Donc, les process de l'entreprise qui deviennent de plus en plus automatisés avec la transformation digitale. L'impact également sur l'expérience client et la gestion de la relation client avec la dématérialisation donc, des parcours clients, l'impact sur le marketing, essentiellement au niveau digital, les technologies qui touchent la production, la finance, l'innovation, etc. Et j'en passe. Donc, autant de grandes ruptures qui touchent tout le monde. Alors, si on essaye de définir un petit peu cette transformation, c'est une exploitation donc continuelle des technologies innovantes pour créer de nouvelles sources de valeur et augmenter l'agilité opérationnelle de l'entreprise. Mais il n'y a pas qu'une seule définition, il y en a plusieurs. Ça peut être également la transformation de toutes les composantes de l'entreprise, les processus, les métiers, la culture, l'organisation et le système d'information qui est le socle de cette transformation, sous l'influence bien entendu des technologies de l'information et de la communication. Moi personnellement, j'apprécie et j'affectionne cette définition-là. Donc c'est une énergie de changement initiée par la dynamique d'Internet, les potentialités d'éthique, la volonté des hommes dans un univers d'entreprise marqué par la convergence numérique. Alors, cette transformation, elle s'accompagne aussi par un grand changement de paradigme à tous les niveaux. Alors, au niveau des marchés, donc un changement de paradigme dans la relation avec les clients, mais également dans l'écosystème des concurrents. Je dirais aujourd'hui, les entreprises établies, elles ne font plus face uniquement aux concurrents traditionnels, mais les startups qui débarquent dans leur monde et avec des technologies nouvelles et avec une meilleure maîtrise des données, donc grignotent beaucoup leur marge, leur chaîne de valeur et leur marge de manœuvre. Les nouveaux modes de travail, comme j'ai dit tout à l'heure, les nouveaux modes de fonctionnement au niveau de l'entreprise, notamment avec l'automatisation des processus, mais aussi les nouvelles formes de gouvernance. Alors, cette révolution, je dirais, digitale, elle est essentiellement donc conduite par des tendances technologiques lourdes, à savoir les big data et l'intelligence artificielle, la blockchain, les technologies d'automatisation, la cybersécurité et Internet of Things, bien sûr, donc, qui sont les plus grandes tendances donc, technologiques qui façonnent cette transformation. Alors aujourd'hui, l'impact de la transformation digitale telle qu'on vient de la décrire, tant sur le plan managérial que sur le plan technologique, il est différent d'un secteur à un autre. Il est différent donc d'une industrie à une autre. Et cet impact-là, il est
intimement lié à ce qu'on appelle la notion de la vulnérabilité aux disruptions. Donc, d'après une étude du cabinet Accenture qui a été réalisée en 2018, on observe donc différentes formes où, je dirais, on essaie de classifier un petit peu les secteurs selon leur vulnérabilité donc, à ces disruptions-là. Donc, du niveau, par rapport à un axe de susceptibilité d'occurrence de la disruption dans le secteur et par rapport à un axe aussi du niveau actuel de la disruption. Et on regarde, bien sûr, que par exemple, si on regarde un petit peu le secteur des banques, le secteur des assurances, ils sont dans la case de vulnérabilité, c'est-à-dire que l'impact ou la probabilité que les disruptions arrivent ou disruptent leur secteur est très importante et que le niveau actuel des disruptions est en phase donc de croissance. Donc, si on s'attarde un petit peu donc, pour voir un peu quel est l'impact de la transformation digitale sur la banque, et on essaye de regarder cet impact-là au niveau de ce qu'on appelle la chaîne de valeur de Porter. Donc, c'est sûr que tout le monde a entendu parler de la chaîne de valeur de Porter qui résume en fait que l'entreprise est sous la force de 5, voire 6 forces. Il y a la première force qui est la force liée à la concurrence au sein du secteur dans lequel elle est active. Il y a la menace des nouveaux intrants dans ce secteur-là. Il y a la menace des produits de substitution. Le pouvoir des clients qui devient de plus en plus important avec les technologies digitales est une force également considérable. Le pouvoir des fournisseurs, mais aussi le pouvoir de la réglementation. Si aujourd'hui on regarde un peu comment cette chaîne de valeur elle est impactée au niveau de la banque, on va voir que en termes de nouveaux entrants, la banque aujourd'hui est Sarah, tu es mute. Allô? Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon, Tawa, c'est bon. Attends, oui. Très bien. Est-ce que je dois reprendre quelque part, peut-être? 2 minutes. On parlait de pouvoir du client qui devient de plus en plus fort. Voilà. Donc, bon, je vais reprendre alors tout le slide, c'est pas un problème. Donc, le modèle de chaîne de valeur de Porter, donc, il explique que l'entreprise, elle est sous une pression de 5 voire 6 forces, donc qui définissent la réaction stratégique d'une entreprise. Alors, on a la première force qui est la force liée à la concurrence au sein du même secteur, la force liée au pouvoir des clients, et aujourd'hui les clients ont de plus en plus de pouvoir, notamment avec les technologies digitales, la menace qui viendrait des produits de substitution, la menace qui viendrait des nouveaux intrants. Il y a les concurrents classiques que nous connaissons, mais aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises établies se voient menacées par des startups qui réinventent tout un business model, qui réinventent toute une activité, qui est concurrente à leur activité traditionnelle, mais en plus qui se démarquent de ces entreprises établies par leur maîtrise de la data et par leur maîtrise aussi des usages digitaux et des technologies digitales. Il y a également le pouvoir des fournisseurs et aussi le pouvoir non négligeable de la réglementation. Aujourd'hui, donc, si on regarde cet impact-là au niveau donc, de l'industrie bancaire ou bien au niveau des services bancaires, on regarde aujourd'hui, on constate aujourd'hui que les banques, elles ont une concurrence qui vient donc de nouveaux entrants, comme les GAFA, et on a bien donc constaté les tentatives de Facebook, par exemple, pour créer une monnaie propre à lui, c'était Libra. Ensuite, ce projet a été abandonné. Aujourd'hui, avec Metaverse, on est sur une deuxième tentative donc, de créer des tokens pour justement donc, rémunérer toutes les campagnes, etc., qui vont se réaliser dans cet univers-là.
Il y a également une menace qui viendrait des opérateurs télécoms, des acteurs de la grande distribution, et on sait très bien par exemple que Carrefour en France, ils ont leur propre banque, la banque en ligne, donc toutes les startups de banque en ligne, et puis les fintech, comme les agrégateurs de comptes ou toutes les startups qui sont donc dans le monde de la finance. En termes donc de pouvoir du client, donc les clients demandent de plus en plus une tarification forfaitaire, une tarification à l'usage, une réduction des frais financiers. Par rapport aux produits de substitution, on parle de plus en plus de la crypto-monnaie. Il y a également le paiement mobile qui viendrait concurrencer la monnaie classique. Le paiement instantané, les e-wallets, donc autant de forces qui agissent aujourd'hui sur l'activité de la banque et qui vont déterminer donc un certain positionnement au niveau de la chaîne de valeur. Alors, on observe trois types de positionnement possibles, soit donc une banque complètement désintermédiée, et donc là, elle va perdre la relation avec ses clients au profit de nouveaux acteurs. Elle va se limiter essentiellement à un rôle de back-office et de portage de risque. Et puis, le risque, c'est qu'elle va donc confronter dans un tel positionnement. C'est un risque lié donc à une perte de performance, à une gestion de risque et à la conformité aux obligations donc réglementaires. Il y a un deuxième positionnement qui est lié, donc c'est un positionnement donc, de banque ouverte, donc qui va agir comme une plateforme de la relation clientèle, donc elle ne va plus perdre la relation client, non, elle ne va plus être des intermédiaires par donc les startups et les nouveaux intrants. Elle va offrir une architecture ouverte à plusieurs prestataires financiers et elle va intégrer les produits financiers tiers dans sa marketplace. Et il y a également la banque transformée qui, elle va conserver la relation avec le client. Elle va elle va se positionner comme le partenaire financier de référence et elle va développer donc une large offre de produits et de services pour accompagner donc les clients dans la durée. Donc elle va innover son offre de produits et son offre de services également. Et donc, les stratégies de transformation possibles aujourd'hui qui s'offrent à la banque, soit on a la banque innovante qui va donc développer une plateforme et un écosystème digital avec de nouveaux acteurs, essentiellement donc, dans tout ce qui est paiement dématérialisé. Il y aura également la banque industrialisée qui va investir énormément dans l'automatisation de ces processus et dans donc, l'industrialisation et l'optimisation de ces produits, donc, pour qu'ils deviennent des produits simples d'utilisation, mais aussi à moindre coût. Il y a la banque spécialisée qui va être un acteur majeur, donc, qui va se spécialiser sur une niche, soit de clientèle ou bien de service, et elle va donc proposer des valeurs sur mesure, et puis la banque universelle digitalisée, donc avec un investissement massif dans les technologies pour améliorer les performances et améliorer également l'expérience client. Donc l'impact, si on résume, de la transformation digitale sur la banque, il y a un grand impact sur la relation client, sur l'expérience client. Il y a un impact sur la création de l'offre et des produits, un grand impact également sur le réseau d'agences. Et d'ailleurs, on commence à le voir aujourd'hui, même en Tunisie, on commence à voir donc des agences de banque qui offrent du libre service, donc des agences kiosques en quelque sorte, où le client n'interagit plus avec des employés de la banque, mais avec des automates pour donc réaliser différentes opérations. Et puis, un impact également sur la profitabilité et l'efficacité opérationnelle. Bon, la transformation de la banque, ce n'est pas un phénomène nouveau qui accompagne la transformation digitale. Ben, ça a commencé donc depuis les fin des années 90, les années 2000, hein, dans le monde, hein, je ne parle pas en Tunisie, où on a donc vu, où on a assisté à l'émergence de 4 générations d'acteurs. Donc la première génération, c'est Cofevi, c'est ING Direct, c'est Fortuneo, c'est Boursorama, etc. Et donc essentiellement, il s'agissait de banques épargne avec des services de courtage en bourse, avec des tarifs particulièrement attractifs, des propositions de comptes courants,
La cible, c'était donc les particuliers aisés, urbains, actifs dans la gestion de leur patrimoine financier. Ensuite, la deuxième génération, c'est Before Bank, Hello Bank de BNP Paribas, etc. La troisième génération, c'est Compte Nickel, Sésame, c'est la banque Carrefour, Ma French Bank, la banque postale, etc. Donc, et là, on commence à offrir des outils de relations à distance, des offres forfaitaires simplifiées, une absence de conditions de revenus, puis un réseau de distribution physique préexistant, donc ce n'est pas tout à fait en ligne, et la réduction du coût d'acquisition de la clientèle. La quatrième génération, c'est Revolut, N26 Bank. Donc, elle offre nativement, c'est une offre qui est nativement mobile, centrée sur des services de paiement à travers une application mobile, une politique tarifaire attractive, des actifs dans de nombreux pays grâce au mécanisme du passeport, et puis des implantations même aux USA. Alors, parmi donc les plus grands impacts au niveau donc de la transformation de la banque, c'est l'impact sur le parcours client et la dématérialisation, voire la refonte du parcours client. Aujourd'hui, donc, on le constate de plus en plus, on offre donc des applications mobiles pour le client, pour que le client donc interagisse avec la banque, réalise des virements, consulte son compte, fasse une demande de chèque, etc., de carnet de chèque, etc. Donc, la banque mobile, via le canal donc, de l'application mobile, elle devient le canal de prédilection pour les clients dans les années à venir. Donc, si on regarde, 79% des investissements vont dans le M-banking et la banque mobile. Et aussi, donc, pour maintenir le canal physique, voire transformer et métamorphoser le canal physique, donc, qui continue donc à assurer ou à conserver son potentiel d'attraction pour les clients. Si on regarde par exemple un parcours 100% digitalisé, c'est le cas de Revolut par exemple, ça commence par la création d'un code personnalisé, ensuite la saisie des coordonnées donc du client, la création du compte se fait d'une manière instantanée, la recharge du compte par carte bancaire également, la mise à disposition d'un IBAN de manière instantanée et puis le contrôle de l'identité avec un selfie. Donc ça, c'est le parcours de création de compte sur l'application mobile de Revolut. Donc ça offre une plus grande facilité, moins de papier, moins de va-et-vient, donc, et beaucoup donc je dirais donc d'interactions mobiles pour même créer le compte. Alors, les produits de la banque, sous l'effet de la transformation digitale, ils vont certainement évoluer. Donc, on va, par rapport aux produits financiers, donc il y a une dématérialisation totale des produits, des moyens de paiement, chèques, cartes bancaires, escomptes d'effets, etc. Le paiement mobile qui devient donc de plus en plus présent, les cartes intelligentes et puis les virements instantanés. Pour l'offre épargne, on opterait pour des offres plus simples avec une transparence accrue sur les frais de gestion et une amélioration donc des services de conseil avec des algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui comme les robot advisors, etc. donc qui vont analyser en quelque sorte le portefeuille du client et lui proposer les meilleures formules de placement de son épargne. Et puis, donc, des nouveaux modes de consommation, donc, à travers donc, des solutions de paiement omnicanal, des solutions de paiement pour les marketplaces et le paiement donc peer-to-peer. Alors, pour les axes d'innovation, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous continuez à m'écouter? Oui, oui, on t'entend. Parce qu'il y a un bruit de fond, donc je croyais que C'est c'était bon. très bien. Alors, les axes stratégiques d'innovation au niveau de la banque, alors, ce sont, on parlera donc de 6 axes, essentiellement le conseil et les offres digitalisées, l'empowerment du client, donc c'est-à-dire le développement de tout ce qui est service self-care, donc que ce soit en ligne ou bien même dans les agences, la confiance, la sécurité et la data, l'économie collaborative, le risque et la réglementation, et les collaborateurs de la banque elle-même.
sur l'impact sur le réseau des agences, c'est un impact qui est lié au redimensionnement du réseau d'agences et le renforcement des centres de relations à distance. Donc, on va plus vers une réduction de la taille du réseau et le développement donc, des centres de relations à distance, le déploiement d'outils d'intelligence artificielle pour aider le conseiller clientèle à répondre à un nombre croissant d'interactions clients, et la modernisation des équipements de l'agence et des collaborateurs en tablettes, smartphones, Wi-Fi, sécurisation des infrastructures informatiques, etc. J'ai prévu une petite vidéo donc pour illustrer un petit peu à quoi ressemblerait la banque de demain. Je laisse regarder un peu. الصوت متاع الفيديو ما فماش. On n'entend rien du tout. Il n'y a pas de voix. Sarah, est-ce que tu peux vérifier et on n'entend pas. Mon micro, il est activé. الصوت متاع الفيديو ما فماش. Là, laisse-moi faire une vidéo. Oui, Sarah, quand tu introduis la vidéo dans le diapo, il faut activer l'option activer le son sur l'ordinateur. Une seconde, j'entends. Oui, vidéo. C'est activé. Bah, moi, ben, si on a un problème technique avec le son de la vidéo, de toutes les manières, je vais partager la présentation avec vous. Voilà, Donc on peut avancer. on peut avancer. Tout à fait. Très bien. Donc, pour ne pas... Voilà. Alors, l'enjeu de la sécurité est également un enjeu très important à l'ère du digital pour les banques. Alors, les dispositifs de sécurité innovants pour les services bancaires digitaux, donc, tels que le Talk to Pay Solution, donc pour l'authentification par reconnaissance vocale. On parle également des nouvelles cartes de paiement, donc, ou les cartes Motion Code, donc avec un code qui change donc au bout d'un certain temps. La clé digitale, donc, qui est un service d'authentification forte, l'utilisation donc, du capteur d'empreinte digitale du smartphone comme moyen donc, d'authentification, et puis l'utilisation du smartphone lui-même comme terminal de confiance pour accéder à l'espace client, par exemple. Autant donc d'innovation en matière donc, de sécurité, que ce soit des paiements ou bien de sécurité utilisés pour accéder aux services et aux produits de la banque. Si on regarde un peu donc l'effet ou l'impact de la transformation digitale sur l'assurance, aujourd'hui, les enjeux pour l'assurance consistent essentiellement en une mutation donc, du business model de l'assurance. Comme vous le savez tous, l'assurance aujourd'hui couvre le risque qui est lié à des sinistres, que ce soit des sinistres automobiles, des sinistres de santé, des sinistres d'exploitation, des sinistres d'activité, etc. Mais aujourd'hui, le rôle de l'assureur, il se transforme, donc il ne couvre plus le risque, mais il prévient le risque avec essentiellement donc, le développement de ces technologies aujourd'hui
qui touche l'aspect domotique, qui touche également la sécurité des voitures, le driverless car, etc. Donc autant d'avancées et de progrès technologiques qui sont en train de réduire la masse assurable et qui font que le rôle de l'assureur serait mieux d'être au niveau de la prévention du risque que de la couverture du risque. Il y a également un enjeu très important au niveau de la désintermédiation de la relation directe avec le client. Donc aujourd'hui, l'assureur, il doit maintenir et développer la relation avec le client. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'expérience client au niveau de l'assurance et l'amélioration de cette expérience client pour justement fidéliser les clients et continuer donc à assurer une relation donc optimale avec eux. En termes donc d'impact sur la chaîne de valeur, comme on a vu tout à l'heure au niveau de la banque, aujourd'hui donc l'assurance aussi, elle subit pas mal donc de pression au niveau de sa chaîne de valeur. Si on regarde un peu l'exemple des assureurs aujourd'hui en France, on va voir qu'ils sont concurrencés par les comparateurs d'assurance, type jechange.fr, Lynx, etc. Ils sont aussi concurrencés par les insurtech, par les GAFA. Le client a aussi beaucoup de pouvoir, mais il y a également des plateformes qui offrent des devis gratuits, des assurances, voire à prix très, très compétitif, comme FreeAssure. En termes donc, de produits de substitution, aujourd'hui, il y a, par exemple, si on regarde la branche automobile, de plus en plus de développement au niveau donc, des voitures autonomes. Et la grande question serait, que va-t-on assurer si les voitures autonomes deviendraient un standard de marché? Donc, ça remettrait en cause pas mal de choses au niveau de l'assurance. Et aussi donc de nouvelles formes de mobilité qui commencent à voir le jour, telles que le covoiturage, telles que les trottinettes électriques, telles que donc beaucoup donc de nouveaux produits, je dirais, de mobilité qui pourraient également intéresser le monde de l'assurance. Par exemple, si on regarde un peu la réponse de AXA par rapport à toutes ces interactions dans sa chaîne de valeur, elle a créé Direct Assurance, qui est une assurance en ligne low cost pour justement pouvoir contrer toutes ces menaces qui proviennent des différentes forces de sa chaîne de valeur. L'impact au niveau de l'assurance, il est ressenti dans la digitalisation de la relation client, au niveau donc de la baisse des coûts et au niveau de l'amélioration de la rentabilité, et notamment par rapport à l'automatisation des processus métiers, par exemple les processus métiers qui soutiennent donc la gestion des sinistres, donc les processus métiers qui soutiennent toute la partie liée à l'indemnisation. Il y a un impact aussi important en matière de création de l'offre. D'ailleurs, on le voit un peu partout dans le monde, hein, aujourd'hui, telles que les offres du Pay How You Drive, donc, qui permettent d'avoir des réductions sur le contrat d'assurance si le client donc, respecte le code de la route et conduit de manière raisonnée. Il y a également des offres on-off, c'est-à-dire ce sont des offres qui, bien sûr, moyennant des boîtiers introduits dans la voiture, qui permettent d'activer le contrat d'assurance quand la voiture est en fonctionnement et de les désactiver quand elle est à l'arrêt. Donc, il y a pas mal d'innovations qui se passent aussi dans le monde de l'assurance et aussi une refonte complète du modèle de distribution. Aujourd'hui, on le sait tous, contrairement à la banque, le réseau d'agences appartient à la banque. Dans l'assurance, le réseau d'assurance ou les courtiers d'assurance, ce sont des partenaires de l'assurance. Ce ne sont pas donc des employés de l'assurance. Et donc, le réseau d'agences n'appartient pas nécessairement à l'assurance. Et donc, l'impact avec les présences digitales, avec aussi la création d'un modèle de vente à distance à travers les centres de relations clients, etc., agit sur ce modèle de distribution actuel. Alors, quelles sont les stratégies de transformation possibles dans l'assurance? Alors, il y a l'assurance de base où on va se concentrer sur
le métier de base, moyennant donc une forte amélioration de l'expérience client et des processus internes, à travers donc tout ce qui est automatisation des processus et digitalisation, je dirais, des processus. Mais il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle les stratégies d'assurance expansive, c'est-à-dire d'aller développer de nouveaux services et de nouveaux contrats et d'aller donc sur des nouvelles niches de marché, donc dans une approche toujours servicielle, digitalisée. Et l'assurance exponentielle, c'est-à-dire c'est une assurance qui va carrément donc s'attaquer à de nouveaux écosystèmes et donc être présente dans de nouveaux écosystèmes tels que l'écosystème par exemple de la mobilité, tel que l'écosystème des services de prestation de santé, etc. Alors, réinventer le parcours client dans l'assurance nécessite pas mal donc d'intégration donc, entre, par exemple, les acteurs d'un même écosystème, qui est l'écosystème sinistre. Et par là, je parle par exemple de l'écosystème des prestataires tierces qui peuvent intervenir dans la gestion d'un sinistre. Si on prend par exemple l'exemple de l'automobile, vous allez avoir les assisteurs, vous allez avoir les réparateurs, vous allez avoir les fournisseurs de pièces de rechange, etc. Et donc, en quelque sorte, on va devoir intégrer tout ce beau monde-là dans des plateformes digitales, donc pour justement permettre au client de suivre l'avancement de la réparation de son véhicule depuis donc la phase d'expertise jusqu'à la phase de changement de pièces de rechange, de réparation, de la tôle, etc. Ça va également nous permettre d'automatiser aussi les processus donc de vérification des factures, de vérification donc de la réparation et de faire aussi donc, de l'expertise en ligne. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions qui offrent la possibilité donc de faire de l'expertise en ligne et qui permettent donc d'améliorer la productivité donc, du réseau des experts des assurances. Un nouveau mode opératoire digital, donc avec la cartographie des parcours clients, avec l'adoption des méthodes de développement agile, avec une nouvelle culture digitale dans l'organisation, donc comme les Digital Labs, les Digital Factory, le coaching des employés, les équipes de travail transverses. Aujourd'hui, on le voit et on le constate, les équipes de travail dans la direction de la transformation digitale, elles travaillent pratiquement avec l'ensemble des équipes métiers pour digitaliser justement le parcours client. Mais on peut également recourir à l'intelligence artificielle comme technologie pour automatiser les décisions liées au sinistre, par exemple. Aujourd'hui, et d'ailleurs, même en Tunisie, il y a donc une start-up qui a développé donc, qui s'appelle Unfolded, qui a donc développé des solutions pour justement identifier, donc, par exemple, c'est pas identifier, mais pour déterminer les coûts de réparation d'un sinistre automobile en se basant donc sur l'historique, un historique d'images et une base de données d'images et en comparant donc les différentes pièces avec les prix du marché, etc. et pour donner une estimation des frais de réparation donc, de ce sinistre-là. Si elle est implémentée, bien entendu, par l'assureur, ça permet donc de réduire tous les fraudes liées à la surfacturation donc des dépenses de réparation. Et si elle est implémentée du côté client, donc ça lui permet, donc le client assuré, d'avoir une estimation des frais donc de réparation de son véhicule suite à un sinistre. Et donc ceci nous permet de voir, par exemple, si on prend cet exemple-là de parcours sinistre, donc c'est un parcours de bris de glace, c'est-à-dire donc vitres brisées ou cassées. Donc la déclaration de sinistre, elle peut se faire via l'application mobile et donc l'assuré va seulement prendre en photo donc la vitre brisée. Et puis réaliser sa déclaration de sinistre en ligne, donc plus la peine de se déplacer en agence.
Et donc, le système va comparer les photos et va prendre la décision, si c'est un sinistre léger, ok, c'est ce qui est le cas, donc il va directement orienter le client vers le réparateur de proximité pour réparer donc ce sinistre. Si c'est un sinistre grave, peut-être qu'il prendra la décision d'orienter donc le client pour aller faire une expertise et donc suivre le process donc des sinistres graves. Et là, donc, une fois la réparation elle est réalisée, donc la facture, elle est analysée elle est émise donc par le réparateur, elle est analysée par le système et bien entendu, l'indemnisation est faite et réalisée d'une manière automatique au client sinistré. Donc ça, c'est un exemple de digitalisation d'un parcours sur la base donc, des technologies d'intelligence artificielle et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en intégrant dans le process les réparateurs et tout l'écosystème de réparation dans le système d'information. Bien entendu, donc, les risques à assurer dans l'assurance ont changé, surtout avec la révolution digitale. Donc, on observe de plus en plus de données numériques donc, qui renseignent finement sur le comportement de l'assuré. Et là, on a une meilleure appréciation de ce risque, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Et l'impact aussi de ces progrès technologiques a fait que la masse assurable a rétréci. Donc, on va avoir certainement beaucoup de changements au niveau donc, de la branche automobile, au niveau donc, aussi de la prédiction des techniques de santé, au niveau également de toute la partie MRH, c'est-à-dire l'assurance de l'habitation, notamment avec les applications domotiques aujourd'hui, avec la possibilité de pouvoir intégrer des technologies qui permettent de détecter donc, les risques potentiels d'incendie et d'intervenir avant que l'incendie donc, ne se déclenche. Et puis, le développement des technologies digitales est en train aussi de faire accroître le risque cybernétique qui représente aujourd'hui une nouvelle masse assurable pour les compagnies d'assurance et donc pour créer des offres donc d'assurance pour la continuité donc des activités pour les entreprises qui pourraient subir éventuellement des arrêts de production suite à des menaces ou bien des attaques cybernétiques. Alors, l'assurance, elle bouge aussi sur le plan digital et elle s'intéresse à de nouvelles offres. Elle développe donc de nouvelles offres comme les assurances donc, pour couvrir donc, les nouveaux usages collaboratifs, le paiement à l'usage, le Pay as you drive, le Pay how you drive aussi, donc c'est la récompense selon le comportement, donc autant de développement au niveau de l'innovation de l'offre en matière d'assurance. Bon, j'ai prévu également une vidéo pour l'assurance à l'usage ou le Pay as you drive, mais bon, je pense que vu le problème technique, je vais devoir donc passer ce slide et vous laisser la possibilité donc de consulter les vidéos en partageant donc la présentation. Alors, en matière de services aussi, l'assurance, elle va développer de nouveaux services qui sont liés à cette mutation digitale, entre autres donc, la gestion des sinistres en ligne ou bien sur mobile, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure à travers donc, l'exemple de digitalisation du parcours sinistre. L'optimisation donc, des couvertures d'assurance, nécessairement donc, avec l'intégration des technologies telles que l'intelligence artificielle, les nouvelles formes également d'assistance aujourd'hui, avec bien sûr, si par exemple on prend le cas aussi des bracelets, des wearables pour les personnes assurées maladie ou bien assurées vie, si donc le wearable détecte le moindre trouble du rythme, etc., on peut alerter tout de suite donc, les services donc, d'assistance. La prévention.
du risque, santé, conduite, l'archivage électronique, la surveillance des données, le coaching spécialisé, la conciergerie, etc. Donc, autant de nouveaux services qui s'offrent dans le monde de l'assurance. Alors, les enjeux de cybersécurité dans ce monde qui se transforme. Aujourd'hui, d'après un rapport de l'Interpol qui date de 2020, on observe une augmentation de 569% des enregistrements malveillants entre les mois de février et mars 2020. C'est énorme. Aujourd'hui, cet usage de technologies digitales massif qu'on observe, notamment qui a été accéléré avec l'adoption du télétravail en réponse à la pandémie du Covid-19, a fait que des millions de personnes ont travaillé à partir de chez eux et donc à partir d'un environnement personnel qui est peu sécurisé ou pas du tout sécurisé. Et donc ça a augmenté énormément donc, les attaques malveillantes. C'est une tendance aussi qui va être pérenne, hein. Le télétravail, c'est devenu ancré donc, dans les habitudes de travail maintenant, et pas mal d'entreprises vont continuer à l'adopter, et donc les risques liés aux cyberattaques vont également augmenter et seront, moi je dirais aussi, accentués avec le conflit russo-ukrainien qui va certainement donc augmenter le nombre donc, de cyberattaques. Les trois menaces les plus importantes observées, ce sont les ransomware, donc les attaques donc, de ransomware, des logiciels rançon, donc de plus de 255% en 2020, l'usurpation d'identité et les chevaux de Troie. Et bien que ces attaques soient de plus en plus sophistiquées, de plus en plus industrialisées, elles continuent à utiliser des moyens classiques pour se reproduire. Et là, on voit que 80% pratiquement de ces attaques commencent par un simple email. Donc la cybersécurité dans ce monde qui se transforme avec ces nouveaux usages en termes donc, de télétravail, en termes de relations clients, en termes donc, de la prolifération des objets connectés, fait que aujourd'hui, l'investissement dans la cybersécurité devient top prioritaire. Donc, les entreprises doivent déployer des stratégies pour se préparer, pour s'adapter à des conditions évolutives et pour récupérer rapidement leur capacité après une attaque. Et ça, c'est le plus important. C'est le fait de subir l'attaque. Certes, il faut se prévenir et se prémunir de ces attaques, mais le plus important, c'est de pouvoir reprendre l'activité après une attaque et ne pas perdre les données et ne pas perdre en productivité. La gestion des cyber-risques passe à la fois par une maîtrise de la mise en place des technologies digitales, mais également par la mobilisation du capital humain, la sensibilisation et la communication autour de la politique et de la stratégie de cybersécurité. Alors, les bonnes pratiques à réaliser. Commencez déjà par réaliser une analyse des risques. Donc, il faut préparer cet audit. Il faut définir l'objectif est effectuer l'état des lieux du réseau. Ensuite, vous allez pouvoir donc établir votre stratégie selon votre infrastructure réseau, les composantes physiques, cloud, les profils de l'entreprise, etc. Et puis, vous allez réaliser votre audit de sécurité. Là, il s'agit d'obtenir un diagnostic et une cartographie de votre réseau via des tests. Alors, différents types de tests. Vous avez les tests de charge, les tests de panne, d'intrusion, de pénétration intérieure ou extérieure, de vulnérabilité, les audits des systèmes d'exploitation, et j'en passe. Donc, c'est vraiment un audit extrêmement exhaustif. Ensuite, donc, cette analyse, elle va nous permettre de comprendre les risques et comprendre jusqu'à quelle mesure on est capable de couvrir ces risques. Donc, à partir de là, il faut définir sa stratégie de cybersécurité et là comprendre quels sont les moyens à mettre en place en termes matériels, software, en termes d'organisation, en termes de ressources. Est-ce que je vais reposer sur
des ressources internes, où je vais donc collaborer avec des consultants externes, où je vais faire le mix des deux, et donc, après, donc comment je vais déployer toute cette stratégie, donc sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Alors là, il s'agit de piloter, d'organiser et de gérer les risques, donc gérer le plan de sécurité du système d'information, en quelque sorte, le PSSI. Ensuite, il s'agit de faire le management des projets et la gestion du cycle des vies, donc designer les architectures à mettre en place, les solutions à mettre en place, etc. Maintien en conditions opérationnelles, c'est-à-dire configurer et faire les déploiements des correctifs de sécurité et appliquer les mesures de sécurité sur l'infrastructure technique, et puis réaliser tout ce qui est support et gestion des incidents, donc surveiller en continu donc, le réseau via le SOC, le Security Operations Center, et réaliser donc les interventions en cas d'incident. Il faut également faire le focus sur le cloud, parce qu'aujourd'hui, avec la transformation digitale, je pense que le cloud est une composante très importante du système d'information. Donc, et là, donc, quand on dit faire le focus sur le cloud, il s'agit d'implémenter un système d'authentification forte. Donc, les niveaux de connexion au cloud sont adaptés à chaque département en interne et à chaque utilisateur cloud. Tracer toutes les personnes autorisées, déployer de multiples points de contrôle de sécurité dans les machines virtuelles, dans les systèmes d'exploitation, automatiser la sécurité, c'est indispensable pour pouvoir réagir en temps réel lors d'une activité inhabituelle détectée, protéger les données transmises depuis le cloud, pensez à tout ce qui est cryptage des données sensibles au repos ou lors de leur transmission, et puis privilégier les responsabilités partagées entre vous et votre fournisseur de services cloud. Donc, par exemple, vous gérez la sécurité des systèmes d'exploitation et des réseaux superposés, et puis c'est votre fournisseur qui va, lui, s'occuper de la sécurité des environnements et de certains services. Et puis, il faut mettre en œuvre votre plan d'action. Respecter une politique rigoureuse de mots de passe, déployer une politique de création et de suppression des comptes utilisateurs, sécuriser au maximum les postes de travail, identifier de manière précise qui peut accéder aux données à protéger, assurer la confidentialité des données vis-à-vis des prestataires, sécuriser le réseau local des attaques extérieures, assurer la sécurité des accès physiques locaux, parce que la sécurité n'est pas uniquement au niveau de la partie virtuelle, mais aussi au niveau donc, de la partie physique. La sécurité des locaux en fait partie. Anticiper la perte ou la divulgation des données, consigner dans un document la politique de sécurité du système d'information et surtout sensibiliser, communiquer, former les salariés aux risques informatiques et à la politique de sécurité. Donc, et là, donc, je pense que ce sont quelque part un recueil de quelques meilleures pratiques qui vont vous permettre donc de bien déployer votre stratégie de cybersécurité et de travailler d'une manière donc structurée sur la mise en œuvre de cette stratégie et afin donc de protéger vos données, vos infrastructures, vos applications, mais aussi assurer une transformation digitale en toute sécurité. Voilà, donc j'espère que ce webinaire a été utile pour vous, que cette présentation a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc je réserve le reste donc, du temps d'intervention pour répondre à vos questions. Merci Sarah, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une, Sarah, si tu permets. Oui, bien sûr. Alors, dans la conduite de projet aujourd'hui de digitalisation, Oui. où se situe la partie cybersécurité? Est-ce que réellement il faut mener tout ça en parallèle? Ou comment tu vois, toi, la chose? En fait, en matière de transformation digitale, en général, ce qui se passe, c'est que, enfin, ce que je vois,
c'est que pas mal d'entreprises se lancent dans les projets de transformation sans concevoir une stratégie de transformation. Et c'est là l'erreur fondamentale. Parce que là, ça se limite, ou ça se résume à conduire des projets IT, implémenter un CRM, développer une application mobile, etc. Et puis, on se rend compte, en cours de route, que notre système d'information ne peut pas accompagner ces applications mobiles, par exemple. On se rend compte aussi que nous avons des failles en matière de sécurité, que si on s'ouvre sur un canal comme le canal mobile ou bien le canal Internet, via un portail qui permet d'assurer des services, de vendre en ligne, etc., on se retrouve avec de sérieuses menaces de cybersécurité. Et là, c'est le travail, comment dire, commence un travail donc d'accompagnement pour éviter des risques potentiels. Or, la logique dit que il faudrait concevoir une stratégie de transformation. Et pour concevoir cette stratégie de transformation, on doit réaliser ce qu'on appelle un diagnostic de transformation. Et dans le diagnostic de transformation, ce qu'on propose, nous, dans notre cabinet, c'est que, bien entendu, on définit la vision de transformation, la gouvernance de la transformation, justement pour qu'une fois on va la mettre en place, elle va être réalisée à un rythme accéléré en minimisant donc les résistances au changement. Mais on regarde l'aspect relation client et expérience client et fondamentalement le système d'information. Quand on dit dans le diagnostic du système d'information, il va y avoir le diagnostic de la partie applicative, le diagnostic des différentes composantes du système d'information, le diagnostic de sécurité, des bases de données, de toute la partie donc liée à la bonne, ou je dirais le bon fonctionnement et l'aptitude de système d'information à accompagner la transformation digitale. Et c'est à ce moment-là que l'audit de sécurité pourrait être donc réalisé pour justement préparer les bonnes pratiques en matière de politique de sécurité, mais aussi en matière de continuité des activités, les disaster recovery plans, au cas où j'aurai une attaque, parce que la sécurité n'est jamais totale et elle n'est jamais parfaite, même si on réalise ou on met en place, donc parce que ça coûte cher, et elle peut être, même avec les développements technologiques, on peut avoir à chaque fois donc de nouveaux ransomware et de nouveaux virus et de nouveaux, donc c'est en train d'évoluer. Donc on peut pas non plus faire un système de telle sorte à contraindre l'activité de l'entreprise, mais il faudrait que, même si une attaque puisse survenir, on soit capable d'avoir un plan de conduite, de continuité plutôt des activités. Et donc, dans cette partie-là, dans cette brique-là du système d'information, on fait ce check-up donc de l'ensemble du système d'information pour prioriser les actions à mettre en place et mettre à niveau donc, ce système d'information pour qu'il puisse accompagner la transformation digitale souhaitée. Et bien sûr, il y a le volet process, il y a le volet RH qui doit bien entendu être étudié dans toute cette opération de diagnostic. Mais pour répondre à ta question, ça devrait être fait en même temps que le diagnostic de transformation digitale comme préalable à la transformation digitale. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Bah, a priori, non. Merci Sarah encore une fois de ton intervention. Alors demain et on va continuer dans cette ligne-là et on va réellement attaquer la partie cybersécurité. On aura donc notre partenaire Microsoft qui va animer le prochain webinaire demain à 10h. Le thème, c'est la stratégie de confiance zéro. Donc, ça rejoint un peu ce que tu annonçais tout à l'heure. Donc, voilà. Ben, merci pour tous ceux qui ont été présents. Merci Sarah encore une fois. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. Merci, Ouchaya Taïba al-Jamia. Merci beaucoup. Merci de votre Merci Sarah. attention.
Au revoir. Merci beaucoup, chérie Taïba. N'oubliez Merci. pas de remplir le petit formulaire si vous voulez recevoir la présentation. Ok, merci. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.